Mélo et on se retrouve pour une comparaison. On va vous parler de Chronique du pays des mers. Je ne l'ai pas, mais je vais vous spoiler tout de suite. Je l'ai tellement aimé que je pourrais l'avoir puisque je vais bientôt l'acheter. Ça fait un moment qu'on était censé le lire, qu'on l'a acheté pour le lire en e-book. Et il nous faisait peur à toutes les deux. Et au final, il aurait pas dû. Effectivement, quand on l'a vu sur les stands aux Imaginales, c'est quand même une sacrée pavasse, on va pas se mentir. Mais le titre, le résumé, voilà, ça nous avait donné envie de l'acheter. On était retenus, je pense, toutes les deux par ce truc. Oh là là, ça risque d'être un peu long, ça risque d'être un peu difficile à avaler. Mais alors... ça, enfin en tout cas nous, parce que je sais que c'est pas le cas de tous ces lecteurs, mais nous on n'a pas vu passer les... combien de pages déjà? 700 je crois. Elle passe vraiment seule dans une espèce de rythme un peu lent, un peu continu, mais tellement intéressant. En fait ce qui rend le récit addictif malgré lui, c'est le côté très introspectif de la narration. L'autrice a réussi un tour de force dans sa narration, je trouve. Parce qu'en fait, on va suivre donc Lisbeth, le personnage principal, et ses pensées, mais par-ci par-là, on va avoir un peu des explications d'autres personnages, on va avoir des lettres que Lisbeth écrit et envoie, un peu comme un journal. Et tout le récit va être divisé en plusieurs parties, complètement inégales, où on va suivre vraiment toute la vie de Lisbeth. On arrive quand elle a quelques années, on va suivre ses pensées de toute petite enfant, de bambin. On va évoluer avec elle quand elle sera ado et puis un peu plus tard adulte. Et c'est intéressant et vraiment très bien réussi. Du début à la fin, l'autrice a vraiment réussi à nous mettre dans la tête d'enfant de quelques années à ado et puis à adulte. C'est vrai que l'approche narrative est tellement bien faite que finalement on a l'impression, enfin il y a cet aspect de continuité, mais en même temps il y a une réelle évolution dans la façon de penser, la précision et la formulation des pensées du personnage, grâce aussi à une compartimentation de l'espace, puisque toute petite elle peut se focaliser sur beaucoup de choses mais dans un espace très restreint, puis elle va agrandir un peu son horizon et ainsi de suite, ce qui permet, et ça c'est là que l'autrice a magnifiquement bien fait son récit, c'est que en tant que lecteur complètement néophyte qui ne connaissons pas l'univers, on n'est pas du tout perdu parce qu'on n'est pas submergé de détails sur un monde qui est tout de même assez complexe en termes géographiques, historiques, religieux et politiques. C'est vraiment très dense. Mais voilà, le fait de disséminer les détails petit à petit en faisant grandir son personnage, ça amène toutes les informations dont on a besoin au bon moment, sans que ça fasse opportuniste. Vous savez, c'est pas genre l'information qui tombe pile poil au bon moment où le lecteur en a besoin pour la comprendre. C'est juste vraiment qu'on grandit avec son personnage et qu'on est au fur et à mesure entraîné dans les informations et les descriptions qui vont bien. C'est une façon très intelligente de nous faire entrer dans l'univers, de nous le faire comprendre. Et ça permet d'éviter l'écueil qu'ont les grosses briques de ce type-là normalement. C'est la chose qui me faisait peur en fait. D'habitude, voilà, on a soit un gros bloc qui nous décrit l'univers et le monde et c'est très dense à lire et c'est très compliqué et ça donne pas envie de le lire et de continuer à le lire. Soit on n'a pas ça et on ne comprend rien. Alors ça reste assez complexe à comprendre, hein. Il faut quand même se souvenir de ce qu'on a lu quand on y revient. On va s'arrêter juste là très rapidement pour vous faire un micro résumé. On va suivre dans cette histoire Lisbeth, donc qui est la future Capt, la future mère de Béthélie. Son rôle donc ça va être de diriger sa petite communauté de Béthélie, qui sont donc des communautés, enfin qui est une des communautés du pays des mers, qui est divisées en régions et toutes des communautés matriarcales. On se place dans un monde plutôt futuriste, mais qui a connu une espèce d'apocalypse, enfin pas vraiment apocalypse, mais qui a connu des bouleversements écologiques qui ont amené à une certaine régression, une perte de connaissances, voilà. Donc là on est dans un monde, le monde des mers, où il y a des problèmes de fertilité, il y a très peu d'hommes. Les femmes sont réparties entre bleu et rouge, bleu donc celles qui ne sont plus fertiles et rouge celles qui le sont encore. Et toutes les rouges doivent accomplir leur service où en fait elles doivent être inséminées afin de donner de nouvelles enfantes et d'augmenter la fertilité. Une fois qu'elles ont atteint un certain quota ou un certain âge, elles peuvent décider de se retirer et de devenir bleues. Et il y a aussi un certain nombre de femmes qui n'ont pas d'enfantes du tout et qui sont déclarées bleues
quasiment tout de suite, parce qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants. La fertilité, c'est vraiment un des enjeux... alors je vais pas dire un des enjeux majeurs du livre, mais c'est un des enjeux majeurs de l'histoire, c'est-à-dire que pour les personnages, la compréhension de la fertilité, la quête des bonnes lignées, l'augmentation de la fertilité, la naissance de plus d'enfants, c'est vraiment l'enjeu de la société et du pays des mers. Une autre chose très marquante dans cet univers, c'est que beaucoup de noms et d'adjectifs sont féminisés. Le langage, c'est un peu l'inverse de notre langage à nous. C'est plutôt du féminin neutre plutôt que du masculin neutre. Ça, c'est un des tours de force qui a été fait par l'autrice. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est canadienne, donc c'est un texte qui a été écrit en français. Je pense que c'est bien de l'avoir en tête et j'irai peut-être faire un tour un de ces jours du côté de la traduction pour voir comment ça a pu être traduit en anglais, puisque il y a énormément de questions linguistiques aussi qui arrivent au fur et à mesure du livre, puisque pareil, en fonction des régions, la langue a plus ou moins évolué par rapport à la place des hommes dans les réflexions et dans la société en fonction des différentes régions du pays des mers. Le langage revient plus ou moins vers ce qu'on connaît aujourd'hui. La conversation l'avait rendu trop consciente des biais linguistiques contradictoires de Vardenberg, où l'on disait couramment au féminin, comme partout au pays des mers, que femmes et hommes étaient toutes égales en Élie, mais où l'on décourageait les hommes d'être médecins ou historiens. Alors c'est pas du tout gênant, c'est pas quelque chose qui arrête à la lecture. Il y a juste quelques mots qui sont presque choquants, c'est-à-dire quand on lit cheval avec un E à l'écrit, ça fait quand même un peu bizarre. Mais c'est vrai que finalement ça passe de façon très très naturelle, c'est juste qu'il faut réussir à faire toujours ce petit pas de côté où on se dit, quand on dit elle avec un S, et ben il y a peut-être des hommes dans le groupe. Mais les hommes dans cette société matriarcale sont tellement invisibilisés que c'est comme s'ils comptaient pas. Et en fait, l'autrice n'a pas seulement transposé le langage, inversé le langage, elle a aussi inversé la situation des hommes et des femmes. Et ça nous permet d'avoir ce recul, cette observation de notre propre monde via les réflexions des personnages sur leur monde à eux, sur la situation des hommes. Et ça permet vraiment de faire un parallèle très intéressant. J'ai envie de dire que ce livre est engagé sans être extrémiste. Ça permet au lecteur de se faire son propre avis, sa propre réflexion. C'est un engagement qui n'est pas... voilà, l'autrice ne nous dit pas quoi penser. Elle nous montre des choses, elle nous amène des éléments, des réflexions, des pistes. Et après, c'est au lecteur vraiment d'y trouver ses propres réflexions, ses propres conclusions. Ils sont toujours ensemble. Ils font tout ensemble. C'est pour ça qu'on ne les appelle presque jamais séparément. Ou peut-être est-ce l'inverse. À force d'être appelés collectivement les garçons par toutes les gardiennes, ils ont fini eux-mêmes par ne plus bien se distinguer les uns des autres. Et en ça, en fait, elle se sert du personnage de Liz-Bey, puisque Liz-Bey, c'est un personnage extrêmement particulier, c'est un personnage qui est dans la retenue, qui est dans l'observation tout le temps, depuis sa petite enfance. Pourtant, nous, on est dans sa tête, c'est un point de vue semi-interne, on l'a dit déjà. Donc c'est assez particulier, mais elle est là tout le temps dans l'observation, tout le temps dans le pourquoi. Et quand il y a des questions, elle essaie toujours de présenter l'autre point de vue, même si c'est pas forcément le sien, même si c'est pas forcément une vue qu'elle partage, elle fait toujours ce pas de côté, ce qui amène le lecteur à le faire également. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que Liz-Bey, mine de rien, malgré cette façon qu'elle a de penser et d'observer le monde, elle a quand même été façonnée par certains clichés, par certaines habitudes, notamment l'invisibilisation des hommes. Et par les croyances et la religion de ce monde-là. Qui est quand même assez forte, hein, mais on reviendra peut-être un peu plus tard vite fait sur le sujet de la religion. Et donc du coup, ce qui est super bien fait, c'est que quand vient la question, les questions, parce qu'il y a quand même un passage où c'est un peu plus concentré autour des réflexions sur les hommes, au début, elle a des réflexes tout bêtes, en se disant mais non, mais de toute façon, ils comptent pas. Enfin, franchement, je grossis le trait. Hein. Non, mais les hommes, de toute façon, ils comptent pas. Et en fait, au moment où elle a cette réflexion, elle fait ce pas de recul et elle s'est dit waouh, pourquoi est-ce que j'applique pas ce que j'applique d'habitude quand il s'agit de questions comme ça? Et là, en fait, elle fait ce petit pas de côté, ce pas de recul, et elle se dit en fait, si je me pose les mêmes questions que je me pose d'habitude, et ben, j'en viens pas du tout aux mêmes conclusions, en fait.
La conversation a continué un petit moment sur la situation des hommes en général. Et somme toute, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contradictions là-dedans. Si toutes sont également importantes dans la tapisserie des lits, pourquoi les traite-t-on toujours comme s'ils étaient moins égaux? Pas de participation aux épreuves de tir et d'adresse, pas de participation à la patrouille, bon, ça se comprend, mais pas de représentation aux assemblées? Et je trouve que c'est franchement un tour de force de la part de l'autrice de réussir à faire comprendre que nous-mêmes, dans notre monde actuel, on a des vues tellement automatiques, tellement standardisées de par notre éducation, de par notre société, qu'on fait même plus l'effort en fait de se dire « Ah mais en fait si je réfléchis un petit peu autrement, est-ce que c'est pas exactement la même chose que telle réflexion que j'ai eue sur le sujet de l'écologie par exemple ?» Et c'est passionnant. Et en fait, le mode de réflexion et de pensée et d'introspection de Lise Bay me fait beaucoup penser à Amalia, le personnage de Capitale du Nord. Parce qu'elle est vraiment dans une forme d'analyse, elle compartimente les choses et ça lui permet de faire des liens que d'autres personnages ne feront pas. Elle a une certaine forme de pragmatisme qui lui permet vraiment d'analyser la société, de se poser des questions, d'aller plus loin dans sa réflexion et peut-être d'être un peu plus nuancée sur, voilà, sur son monde, dans ses avis. J'ai également énormément aimé ce personnage, mais j'ai aussi énormément aimé le monde et les réflexions des autres personnages, le fonctionnement un peu pas vraiment de leur politique, mais les prises de décision qui sont faites pour permettre au monde de tenir la route, permettre à ce pays des mers de survivre. C'est un monde qui est culturellement, vraiment, et religieusement, il y a plusieurs catégories de personnes, et pourtant ils arrivent à fonctionner ensemble d'une manière assez équilibrée. Et ils prennent quand même des décisions plutôt nuancées alors qu'on pourrait être dans une anarchie complète ou dans quelque chose qui part un peu plus voilà, en guerre, ce genre de choses. Parce qu'en fait on se retrouve avec une religion et il y a les Judith qui sont très religieuses je pense, très croyantes. Il y a des personnes un peu plus progressistes, des personnes qui sont plus dans dans une étude scientifique, mais tout en étant un peu nuancé avec quelques petites croyances ou un petit je ne sais pas en fait, voilà. Si on ne croit pas assez en une chose, pour ne pas craindre de la remettre en question, alors il faut changer de croyance. Globalement, ce qu'on disait, c'est que l'aspect religieux est très dense aussi, ça donne une autre dimension à l'histoire, enfin au récit, parce que l'histoire aussi est assez dense, et en fait, c'est principalement la religion du Pays des Mers, enfin de ce qu'il y avait avant le Pays des Mers, qui a construit le Pays des Mers. C'est une lutte religieuse qui a amené la création de ce pays et les fondations du Pays des Mers. Si vous voulez, la religion dans ce livre, c'est un peu rapidement un calque de, enfin en tout cas je parle pour ce que je connais, de la religion catholique avec voilà les Judith qui sont un peu les jésuites. On a Élie en fait qui est Dieu. On a aussi le représentant de Dieu sur terre, son enfant qui est alors en l'occurrence Garde. Vous verrez, c'est vraiment très très bien construit, très bien fait. Je dirais que la différence principale entre ce monde que nous présente l'autrice et ce que nous on connaît de nos jours, c'est qu'il n'y a pas plusieurs religions qui cohabitent. Voilà, s'il y a peut-être une dimension qui n'a pas été travaillée et avancée, c'est qu'il n'y a qu'une seule religion ou alors pas de religion. Il y a une échelle entre très très croyante, on croit à fond et on applique la parole à la lettre, et dans ce cas-là on fait partie des Judith, et celles qui sont en doute en fait, ou qui ne savent pas, qui sont à l'autre bout de l'échelle. Et en fait toutes les autres elles se promènent un peu sur cette échelle et elles se positionnent, et effectivement ça va guider beaucoup de choses dans les décisions qui sont prises sur le Pays des Mers, sur la fertilité, sur les hommes, sur la recherche et l'exploration de nouvelles terres. Voilà, c'est super intéressant. C'est ça le changement, l'évolution. Des choix imparfaits dans un monde imparfait. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de recherche et d'exploration de nouvelles terres, en fait, si j'ai autant aimé ce livre et si j'ai autant eu envie d'y retourner malgré le côté un peu lent, c'est que pour moi c'est de l'exploration au même titre que Outsphere. Par exemple, au Outsphere on explore une nouvelle planète et des nouveaux écosystèmes et tout ça, où ma curiosité était vraiment très intriguée, très titillée. Et là c'est de la même manière, puisque c'est une exploration à la fois
sociologique, une exploration de notre monde, mais en même temps qui, voilà, 2000 ans plus tard, qui a vécu beaucoup de choses, et une exploration aussi des réflexions internes des humains, que ce soit des enfants dans la première partie, puis un peu plus adolescents, etc. Les hommes du déclin et d'avant pouvaient se offrir le luxe de ne pas penser aux choses quotidiennes, immédiates, parce qu'ils avaient des femmes pour les servir, comme ceux des harems. La servante de l'astronome, elle, devait aller chercher l'eau au puits, elle ne pouvait pas tomber dedans. Mais nous ne sommes plus les servantes des hommes, Lisbeth. Non, mais avec ou sans hommes à servir, nous devons quand même aller tirer l'eau du puits. Et il me semble que ce que vous proposez, d'une certaine façon, c'est de revenir à une situation un peu semblable. Au nom de l'efficacité, certaines se retrouveraient cantonnées dans les mêmes tâches, pour en libérer d'autres. Qui ont des talents mal employés. Mais si celle qui tire l'eau du puits veut rêver aux étoiles, dans les familles elle le peut, quand ce n'est plus son tour d'aller au puits. Dans votre système, elle ne le pourrait jamais. Mais on pourrait faire autre chose que rêver aux étoiles, peut-être. On n'a rien sans rien. Et puis une exploration de l'espace aussi, autant pour le personnage de Lisbeth, qui va, comme on le disait, qui a compartimenté son espace et qui va aller de plus en plus large jusqu'à ce que finalement ça lui suffise plus. Elle devient historienne, exploratrice, un peu entre les deux. Elle a envie d'aller encore plus loin, mais aussi pour nous en tant que lecteurs, a fortiori en tant que lecteurs européens, puisque chaque ville qu'on va croiser, chaque lieu, c'est vraiment un dérivé de ce qui a existé du coup dans les mondes d'avant, ce qui existe dans notre monde. Il y a des villes qu'on retrouve et ça a été vraiment un jeu de piste avec Mélo. On s'envoyait des captures Google Maps avec des petites flèches, des petits triangles. On s'est vraiment beaucoup amusé là-dessus et ça a apporté un petit truc en plus dans la lecture commune qu'on a faite, puisque finalement ça s'est transformé en lecture commune ce truc. Et moi je sais que c'était une partie que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Oui, c'est un peu une petite énigme, un petit chemin à retracer. Il n'y a pas seulement un engagement sur l'égalité féminin-masculin, on retrouve beaucoup de réflexions sur vraiment quasiment toutes les thématiques d'une société. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre a été republié en 2021, 2022, quelque chose comme ça, mais il a été écrit à la base en 1991, voire 93, je ne sais plus exactement par rapport à l'édition en anglais ou la réédition, je ne sais plus trop. Et je trouve ça très... Alors après, je ne sais pas quel était l'état des connaissances à cette époque-là, mais je trouve quand même l'autrice très avant-gardiste dans certaines choses, notamment sur les questions écologiques, même si dans les années 90, on se doutait bien qu'il y allait avoir un problème à un moment donné. Et en fait, une fois que j'ai fini ce récit, j'ai eu l'impression que l'autrice nous a écrit un essai de façon romancée, pas romantisée. Et je trouve ça vraiment très très fort, très bien fait, très bien amené. Nous ne sommes pas punis, parce que nous ne sommes pas coupables des choix passés du déclin, mais nous sommes responsables de ce que nous faisons aujourd'hui pour vivre avec leurs conséquences. Ce roman, c'est un roman d'anticipation, c'est un roman d'essai, c'est un roman engagé, mais il y a tout de même une pointe de fantaisie, je pense qu'on peut dire ça comme ça, puisqu'en fait, Lisbeth, elle s'en rend compte dès le jardin d'enfants, et ça lui est expliqué petit à petit, a une faculté particulière vis-à-vis des autres femmes. Elle a une espèce de don d'empathie. Alors enfin, on va dire qu'elle ressent les ondes, les vibrations. C'est un peu... elle-même a du mal à l'expliquer, donc forcément pour nous en tant que lecteurs c'est compliqué. C'est peut-être je vais pas dire le défaut du livre, mais c'est pour moi le point qui reste le moins exploré. C'est ce don, alors elle parle de lumière, ce don de Lisbeth, et qu'on retrouve finalement petit à petit chez d'autres protagonistes. Et je trouve que pour un personnage qui a ce don d'empathie, c'est comme ça qu'elle dit, je trouve qu'elle est quand même vachement à côté de la plaque en termes de relations humaines. Et je pense qu'en ça, elle ressemble aussi à Amalia dans Capitale du Nord. Et c'est, en fait, comme on est dans son introspection, elle ne comprend pas certaines relations sociales, nous on ne les comprend pas forcément non plus, parce qu'il n'y a rien qui vient nous les expliciter clairement. Et donc du coup, des choses auxquelles elle n'a pas du tout prêté attention, on a l'impression que ça tombe comme un cheveu sur la soupe, mais c'est parce qu'elle pouvait pas saisir certains signaux, par exemple. Voilà. J'ai adoré ce personnage de Lisbeth, je me suis énormément attachée à elle, mais je me suis aussi beaucoup attachée aux autres personnages que j'étais contente de retrouver quand on croisait leur route, parce que Lisbeth, elle va vivre dans sa communauté, mais elle va aussi beaucoup voyager, donc il y a des personnages qu'on va voir un peu moins souvent, puis qu'on va retrouver.
D'ailleurs, il y en a qui m'ont manqué vers la fin parce qu'elle finit par se créer un cercle. Et puis elle va partir voyager et on en entend encore un peu parler de ses amis, mais on les voit beaucoup moins. Ça m'a un peu manqué d'une certaine façon. Je trouve que il n'y a pas vraiment de personnage secondaire qui soit autant creusé que Lisbeth, forcément, puisqu'on est dans ses pensées et qu'elle a un peu ce recul bizarre par rapport aux personnes de son entourage, et parce que c'est pas le sujet aussi. Mais pour autant, c'est grâce aux réflexions de ces personnages secondaires qui l'entourent, c'est grâce à leurs croyances à eux, c'est grâce à leurs convictions à eux qu'elle avance sur son chemin. Et ça, c'est quand même très bien rendu. Il y a aussi des personnages, je pense que d'ailleurs c'est le personnage qui m'a le plus manqué vers la fin, c'est Antoné, c'est la médecine, donc c'est la personne qui était un peu itinérante au début, qui fait des recherches dans le monde de la santé, c'est un grand mot, et qui fait l'éducation de Lisbeth pendant une partie de son enfance. On a des parties de lettres aussi qu'elle échange, et donc il n'y a pas que le point de vue de Lisbeth par exemple, il y a aussi des informations qui nous viennent d'Antoné, et heureusement parce que ça nous permet de comprendre peut-être un peu plus cette caractéristique spéciale dont je parlais. Même si ça reste encore une fois assez flou. Il y a aussi le personnage de Murray qu'on va revoir et que j'ai bien aimé. Et parmi tout cela, il y a un personnage qui est malgré tout très présent. C'est-à-dire qu'on le voit énormément, on voit son nom passer beaucoup, souvent. Et finalement, on n'a qu'une vague description, une vague impression de cette femme. Mais on n'a jamais son point de vue. C'est très intéressant ce parti pris. Surtout une fois qu'on est arrivé à la toute fin. Et du coup, je voudrais dire un mot sur la fin. Et je pense que c'est ce qui fait que c'est un coup de cœur. Hein. C'est une fin qui m'a... qui m'a turlupiné énormément. C'est-à-dire que j'ai refermé le livre et puis on s'envoyait des messages avec Milo. Je disais mais non, mais je comprends pas, c'est pas possible. Mais comment, mais qui, mais pourquoi? Et en fait, on n'a pas toutes les réponses. On n'a pas toutes les réponses, mais c'est ok. Et en fait... Alors, à 80%, c'est ça? C'est à ce moment-là que je t'ai envoyé un message, 85% peut-être, je me suis dit, mais il va y avoir un problème avec la fin. Parce que si ça s'arrête là, soit on nous expédie une solution, soit on n'a pas de réponse. Et en fait, l'autrice a arrivé à faire un choix, elle nous a amené dans une autre direction, où on a quand même une fin qui conclut vraiment le récit. Certes, on ne saura pas tout, c'est comme pour le don, voilà, c'est vague, c'est flou, et pour moi je trouve ça totalement ok, et c'est ce qui me fait aussi aimer ce récit, parce que on est un peu plus ancré dans la réalité, et si on était parti creuser ce côté un peu, pas vraiment magique, enfin un peu fantastique, ça aurait enlevé cet aspect très réel, très parallèle à notre monde, à nous. Et voilà, j'apprécie le flou de ce côté-là. Et ça laisse la porte ouverte à aller lire le livre qu'elle a écrit avant. Parce qu'en fait, c'est plus ou moins un tome 2. Non, alors il s'est passé beaucoup d'années entre les deux livres. Entre les deux livres dans le récit, je veux dire, pas entre l'écriture des deux livres, ça j'en sais rien. Donc du coup, c'est pas vraiment des tomes qui suivent. Mais par contre, dans le tome d'avant... Mais par contre, dans le livre d'avant, on se trouve dans les... Alors on n'en a pas parlé... Mais il y a des motaires, c'est un peu des zones qui sont infectées dans le monde, dans lequel voilà, les protagonistes du pays des mers ne peuvent pas trop aller vivre. Elles vont vaguement explorer certains endroits qui se décontaminent petit à petit, mais voilà. Donc, dans le livre d'avant, on se place dans ce récit-là, et ça nous apporte peut-être des réponses qu'on n'a pas eues dans ce livre-là. Et franchement, vu la réussite de ce livre, de ce qu'a fait l'autrice, j'irai en toute confiance lire ce livre. Sans compter que ce n'est pas un pavé de 700 pages et quelques, donc voilà, il y aura peut-être moins de réponses, mais je pense, de mon point de vue, j'espère y trouver un lien très très fort par rapport aux hypothèses qu'on a pu formuler à la fin de ce récit. D'ailleurs, j'aurais pu en parler au début, mais on n'a pas de carte dans ce livre. C'est pas bien grave parce qu'il y a ce petit côté jeu de piste à retracer nous-mêmes, mais ça aurait pu être très utile d'avoir un arbre généalogique oui. Et éventuellement un lexique, quelque chose, un descriptif des religions, parce que, enfin, de la religion et des différentes catégories de personnes, de différentes catégories de croyantes. Voilà, pour être un peu moins perdu. C'est vrai que c'est l'aspect dans le récit peut-être où
c'est les passages que j'avais le moins envie de lire quand ça parlait de la religion et de la politique liée à cette religion. Oui. Mais c'était des passages assez courts, voilà, c'est pas une grande partie, heureusement. Exactement comme Mélo, il y a eu un petit moment de flottement vers, allez, un peu avant les 50% où il y a eu une première grosse découverte par rapport à la religion. Et c'était pas un passage qui me passionnait et qui m'intéressait de fou, mais je regrette, et je vous le dis si vous le lisez, je regrette de pas y avoir accordé plus d'attention parce que je pense que peut-être vers la fin, si on a bien fait l'effort de se focus là-dessus et de bien identifier quel personnage est associé à quelle partie de l'histoire et surtout chronologiquement en termes de religion, je pense que c'est peut-être plus facile de comprendre les liens ça gêne absolument pas le récit, hein, pas du tout, mais je pense que ça permet de faire d'autres liens et d'autres hypothèses que j'ai pas pu faire. Il y a aussi un dernier truc que je trouve important de mentionner et c'est Mélo qui m'a fait la réflexion. Alors moi je me suis fait la réflexion au tout début et Mélo m'en a parlé par rapport plutôt à la fin. C'est important de savoir que dans ce livre il y a quand même, c'est pas un point clé, ça revient pas, enfin c'est pas mis en avant énormément, mais il y a la relation des femmes au sexe qu'il est important de mentionner. C'est-à-dire que les femmes elles sont pas élevées en tant que famille, en gros c'est ce qu'on a dit, il y a une seule mère. Et dans une même famille, il y a plusieurs lignées et comme on l'a vu, enfin comme on vous l'a dit, en gros les femmes elles sont inséminées autant que possible, elles ont autant d'enfants que possible qui sont, alors ça dépend vraiment des régions mais pour la plupart elles sont élevées, donc toutes les enfants sont élevés ensemble et puis on n'est pas sûr qu'elles survivent de toute façon. Donc en fait elles sont un peu élevées toutes comme des amies, on va dire ça comme ça. Et forcément ils se nouent des relations qui peuvent être incestueuse. On n'en a pas parlé, mais comme il y a très peu d'hommes, voilà, les relations amoureuses majoritaires, c'est des relations femme-femme. On l'a pas du tout évoqué, mais du coup il y a cet aspect-là, donc ce sont des relations femme-femme. Finalement, on parle quasiment pas des relations homme-homme, mais on comprend que par effet miroir, ça se produit. Mais pourquoi les condamnerais-je? Comment pourrais-je les condamner? Que se serait-il passé si tu là avais été un garçon? Ou moi un garçon? Ou si nous avions toutes les deux été des garçons? Et du coup, ce qui est tabou dans cette société, c'est les relations hommes-femmes. Pas du tout les relations d'une même lignée. C'est-à-dire que, alors déjà, les vraies sœurs et frères, c'est quand même assez rare, c'est plutôt des demi-frères, demi-sœurs, parce que l'idée c'est de mélanger un maximum les lignées pour refaire un pool génétique viable. Mais du coup, comme elles sont toutes élevées comme amies, forcément il y a des liens qui se créent et parfois de femmes qui ont la même lignée. Voilà. Et parfois même un peu plus que juste ça. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Il y a de l'inceste majoritairement horizontal, sans relation de domination, sans emprise, vraiment juste comme des amis qui deviennent plus que des amis, sauf que génétiquement parlant, ce sont des femmes qui ont un lien du sang. Voilà, et parfois il y a une composante masculine qui se rajoute dans le truc. Je préfère le mentionner si jamais, voilà, pour X ou Y raison, c'est quelque chose qui peut vous déranger. Moi je pense que ça amène des questions que chacun peut se poser de la façon dont il le souhaite. Comme pour toutes les autres réflexions de l'univers, au final, c'est une porte ouverte à plein de choses, vraiment beaucoup de réflexions. Donc lisez-le dans un moment où vous êtes apte à réfléchir, à vous poser plein de questions. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. C'est un livre très dense, très complexe. Je suis sûre qu'on a oublié des choses très intéressantes à dire. J'ai vraiment envie de pousser tout le monde à le lire. Je trouve que c'est, en termes de coup de cœur, c'est dans la lignée de Un long voyage, Capitale du Nord, Capitale du Sud, et toutes ces lectures qu'on a découvertes ces dernières années, ces lectures très adultes, avec un dynamisme qui est apporté par une habileté narrative plus que par des actions qui se passent dans le récit en fait. De mon côté, j'ai rien de plus à rajouter si ce n'est que comme Mélo, je l'ai lu en e-book et qu'il fait partie désormais de la liste des livres que je veux avoir en papier dans ma bibliothèque. Donc bien sûr, j'attendrai mon retour en France, mais je le note, je le mets de côté. La question c'est quelle couverture, hein, n'est-ce pas? C'était la grosse question qui nous occupait avec Mélo. Quelle couverture est-ce qu'on veut avoir dans notre bibliothèque? Donc voilà, une très bonne lecture qui amène énormément de questions. Il faut pas avoir peur de l'aspect bricasse, mais il faut savoir que c'est un livre qui prend son temps. Il n'y a pas de point culminant, d'apogée, d'éléments déclencheurs. Voilà, c'est vraiment une continuité, un témoignage avec des apports linguistiques, religieux,
des questions sur l'économie, enfin voilà, sur tout ce qu'on a dit précédemment par rapport aux aspects d'une société qui est matriarcale. Sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette longue vidéo, je pense. Et si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à nous le dire, hein. Surtout ça fait un moment qu'il a fait parler de lui, donc je pense qu'il y aura certainement des lectrices qui l'auront déjà lu ici, et des lecteurs. Et puis n'hésitez pas à nous dire si on vous a donné envie de le lire, j'espère que oui. Si vous le lisez effectivement, revenez nous dire ce que vous en avez pensé. En attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite de très bonnes lectures.